je vais vous reporter un peu ce qui a été dit, les grands messages qui ont été dits donc, dans le deuxième atelier, qui était consacré à l'agronomie et à l'environnement du sorgho. Donc, on a eu nombreuses présentations, donc des présentations de divers pays, donc de la France jusqu'à l'Australie, en passant par la Bulgarie ou encore les Pays-Bas. Et puis on a eu aussi une session très intéressante où on a fait parler des producteurs sur leur quotidien avec le sorgho, comment ils placent le sorgho sur leur exploitation, pourquoi ils mettent du sorgho et comment ils le valorisent. Alors juste, j'ai fait une diapositive qui récapitule un petit peu les grands messages qui sont ressortis de quasiment toutes les présentations où on a eu les mêmes mots-clés. Et donc là, je vous ai fait la liste, mais en gros, c'est que le sorgho est reconnu pour être une plante qui valorise très bien l'eau. Et donc, c'est principalement pour cette raison que le sorgho est cultivé en Europe et dans le monde, principalement pour ses qualités par rapport à l'eau, à la gestion de l'eau. Après, on a quand même eu quelques remarques disant que le sorgho, ok, est une plante qui valorise très bien l'eau, qui a, on va dire, besoin de moins d'eau qu'une autre céréale, mais qui a quand même besoin d'eau. Et sans eau, malheureusement, il n'y a rien qui pousse. Et le sorgho reste quand même une plante, ça reste du vivant, c'est pas un cactus, et il faut malgré tout de l'eau, même si ses besoins sont quand même moins importants. C'est quelque chose, ça peut paraître basique, mais il faut quand même le rappeler. Ensuite, il y a un deuxième terme qui est souvent apparu dans les présentations, c'est la rotation, où aujourd'hui, surtout au niveau européen, on demande aux agriculteurs d'allonger leur rotation pour notamment améliorer la qualité de leur sol, pour combattre plus facilement les mauvaises herbes, mais aussi tout ce qui est problèmes liés avec donc les maladies et puis les divers ravageurs. Le fait d'intégrer une nouvelle culture dans la rotation permet d'avoir un équilibre un peu plus harmonieux et éventuellement de pouvoir se passer de traitements phytosanitaires. Le sorgho a été reconnu pour une culture qui était assez faible consommatrice en produits phytosanitaires. Donc on a du désherbage, mais dans la majorité des cas, on n'a pas de fongicides et pas d'insecticides. C'est une culture qui est principalement assez simple à conduire, où il n'y a pas forcément besoin d'une grande technicité pour produire le sorgho. Ça a été le mot important aussi qui est souvent apparu dans les présentations, c'est le fait que la production est relativement stable avec les années, malgré qu'on puisse avoir des années différentes, sèches, humides, le sorgho a quand même une production assez stable, et ça dans la majorité des pays. Et il y a un dernier avantage qui est apparu, c'est qu'avec le sorgho, on n'a aucun problème de mycotoxines, et dans certains cas, pour l'alimentation humaine notamment, le problème mycotoxine est très important. On regarde cet aspect de plus en plus près, et le sorgho a cet avantage de ne pas avoir de mycotoxine qui va se transmettre dans le lait, par exemple. Alors, les facteurs clés de réussite qui sont apparus pour bien réussir sa culture de sorgho. Alors, la première étape, c'est principalement donc, le semis, qui est une des étapes clés pour la réussite du sorgho. Donc là, on a eu différentes présentations, et on voit que le sorgho, que ce soit de l'Australie à l'Europe, s'adapte à des densités de semis très différentes suivant les pays. Donc, par exemple, en Australie, on est à 50 000 pieds par hectare, donc ça peut paraître très peu,
mais c'est pour valoriser un maximum l'eau, puisque dans ce pays, il y a quand même une problématique sécheresse qui est assez récurrente. Et le fait de semer à des taux, des densités assez faibles, on valorise un maximum l'eau et on a un rendement qui reste tout à fait correct. Alors qu'en Europe, on est sur d'autres densités, on peut arriver à 350 000 pieds par hectare en France. Après, en Europe de l'Est, c'est un peu moindre, c'est autour de 250 000 pieds. Mais voilà, on a une très grande diversité, le sorgho s'adapte un peu à toutes les conditions, donc de l'Australie à l'Europe. Le deuxième facteur qui est important et qui permet la réussite de la culture, c'est le contrôle des adventices. Alors en sorgho, malheureusement, on est assez peu équipé en termes de molécules chimiques, et c'est vrai que parfois ça peut être un problème pour l'agriculteur de semer du sorgho. Souvent c'est un peu un frein, et il se dit je ne peux pas désherber mon sorgho, j'ai pas de solution intéressante, et donc ça va être un point négatif et qui va entre guillemets l'empêcher de semer son sorgho. Alors malgré ça, on a quand même des solutions récentes qui sont arrivées, notamment de traitement pré-semis, et donc qui sont arrivés récemment sur le marché et qui permettent malgré tout maintenant de pouvoir contrôler les adventices très tôt dans le cycle de la culture, et du coup d'éviter les problèmes d'envahissement des mauvaises herbes de la culture. On a eu aussi une partie sur les aspects économiques, où là le but du jeu c'était de voir les marges brutes du sorgho par rapport à d'autres cultures, et on a fait cette étude dans différents pays d'Europe, donc France, Italie, Roumanie et Ukraine. Et globalement, il est ressorti, suivant les pays, que la marge brute était similaire, voire un peu faible par rapport à d'autres cultures, mais qu'il fallait prendre d'autres aspects en compte. Alors c'est clair que si on regarde que les chiffres, on peut s'apercevoir que le sorgho, malheureusement, a une marge brute un peu plus faible que les autres cultures, mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, notamment la faible utilisation d'intrants, que ce soit en engrais ou produits phytosanitaires. Comme je le disais précédemment, des besoins en eau qui sont quand même réduits par rapport aux autres cultures. Et puis si on regarde un bilan carbone global sur la culture qui est plutôt satisfaisant par rapport aux autres cultures. Et ça, c'est un point qui aujourd'hui doit être mis en avant pour cultiver le sorgho. Au niveau économique, on a vu également que malheureusement le prix du sorgho était très peu stable dans le temps, et il y avait souvent un gros écart, notamment entre le maïs et le sorgho, un écart de prix. On a vu notamment une présentation du prix en Ukraine, où la différence peut être de 25 à 30 $ de la tonne, donc qui est énorme pour un agriculteur et qui va vraiment lui faire peur pour semer du sorgho. Et donc là, il va falloir qu'on agisse vraiment là-dessus pour valoriser au mieux le sorgho et avoir des prix similaires aux autres cultures. Juste un dernier point, et après je finis. On s'est aperçu aussi dans cet atelier, c'était notamment avec les producteurs, où il y a vraiment une grande diversité d'utilisation du sorgho, donc qui peut être utilisé en alimentation animale. Alors pour différents types d'animaux, ça peut être de l'élevage bovin, ça peut être des vaches laitières ou encore des poulets. Et le sorgho répond vraiment à tout type d'alimentation pour les animaux. Il est utilisé aussi comme en oisellerie, donc plutôt pour des marchés d'Europe du Nord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de production qui part dans cette valorisation-là. Une valorisation également en énergie, où on a eu par exemple un producteur italien qui produit du sorgho pour mettre dans son méthaniseur, et qui a de très bons rendements avec cette culture.
On a eu aussi un exemple en Bulgarie où le sorgho est doublement utilisé, où il est récolté le grain, et puis après, une fois le grain récolté, ce qui reste sur le champ est récolté en ensilage. Donc double valorisation, et on a vu également aussi une valorisation en alimentation humaine. Donc très grande diversité d'utilisation du sorgho, et ça c'est quand même un grand atout pour le sorgho, et on doit développer chacun d'entre eux. Voilà, je vous remercie, et je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui ont participé à ces ateliers. Merci.